Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI. Vous êtes maire de Béziers, soutien de Marine Le Pen à la présidentielle. Votre mea culpa sur les réfugiés ukrainiens et ses conséquences, ses effets dans le débat de la famille d'extrême droite font beaucoup parler. On va y venir. Mais précisément, c'est l'Ukraine qui a précipité peut-être cette fracture politique. L'Ukraine, un théâtre bombardé hier à Mariupol, où s'étaient réfugiés des centaines de civils. On a appris ce matin qu'une dizaine de personnes qui faisaient la queue pour acheter du pain dans une ville au nord de Kiev, à Tchernigiv, auraient été tués par des soldats qui auraient tiré de façon préméditée. C'est ce que dit le parquet général ukrainien. On reste prudent. Mais néanmoins, on voit d'ailleurs les images. Est-ce que à ce stade, vous qualifiez Poutine, comme le président américain l'a fait hier, de criminel de guerre? Mais ça y ressemble. Attendez, pardon, pour avoir passé ma vie dans des zones de guerre, si ça, c'est pas des crimes de guerre, si ça s'avère exact, vous avez raison de faire attention, bien sûr. Et bien sûr, M. Biden a raison d'employer ces mots-là. Vous avez vu qu'il y a une enquête de la Cour pénale internationale, parce que c'est quand même elle qui le dira. Mais tout ressemble à ça. Je veux dire, c'est un dictateur qui est l'auteur de crimes de guerre. Enfin, ça saute aux yeux. Je veux bien, je comprends qu'on puisse avoir des prudences quand on négocie avec lui, quand on lui parle. Et encore, M. Biden et les Américains discutent avec M. Poutine, ça ne les empêche pas d'employer ces mots-là. Nous, le chef de l'État, d'essayer de ne pas employer ces mots-là en disant « si je fais ça, je ne peux plus discuter avec lui ». Allez. Ce sont des pudeurs de gazelle, si je peux prendre cette expression un peu légère, oui. Voilà, c'est une marque de responsabilité. Vous avez raison de souligner la différence de vocabulaire entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Ouais, je ne veux pas critiquer le chef de l'État en ce moment, c'est vraiment pas le moment sur cette affaire-là, et puis il fait plutôt le boulot qu'il a à faire. Mais quand même, il y a des mots qui sont forts et qu'il faut employer. Et je le dis à tous les autres candidats, parce que les autres candidats, ils négocient pas en ce moment, avec M. Poutine, et eux, ils doivent employer les bons mots. Or, je vois les prudences, y compris de mes amis, à dire les choses. Oui, c'est un criminel, oui, il fait des crimes de guerre, et oui, il faudra qu'il rende des comptes un jour ou l'autre, comme tous les criminels de guerre. Mais alors, comment vous expliquez que Marine Le Pen, effectivement, sur TF1 lundi soir, elle refusait de parler de dictateur? Mais elle a tort. Elle a tort. Et comment vous l'expliquez? Est-ce que elle le ménage dans le fond? Non, je pense que la logique, vous l'avez entendu, c'est de dire oui, mais demain je serai en position de négocier avec lui si elle est élue. Et évidemment, je trouve qu'elle a tort sur ce point-là. Je pense qu'il faut employer les mots. Les mots, c'est important. Et c'est important pas simplement pour nous, c'est important pour les Ukrainiens. C'est important pour ceux qui risquent leur peau en ce moment, de leur dire oui, on sait à qui vous avez affaire. Je pense que ça, c'est des choses qu'il faut dire fermement, et je ne l'entends pas assez. Et vous ne l'entendez pas assez, vous l'excusez chez Emmanuel Macron, vous admettez son excuse, moins chez Marine Le Pen. Et moins chez tous les autres candidats. Et chez les autres candidats. Les mots sont importants, les gestes aussi. Hier, sur notre antenne, sur LCI, l'ancien président ukrainien Poroshenko, c'était chez David Pujadas, a invité Emmanuel Macron à aller à Kiev. Est-ce que devrait, solidarité... Je pense que oui. Je pense que je l'ai entendu expliquer, les circonstances ne s'y prêtent pas. Je pense que là encore, vous savez, quand il y a une guerre comme ça, alors je ne vais pas comparer avec la guerre d'Espagne, où on avait des prudences de gazelle, pour reprendre, vous savez, votre vocabulaire, sur l'aide et tout ça. Je veux dire, quand vous avez affaire à des gens de cet acabit-là, il faut évidemment... aider, mais je pense que la France le fait plus même qu'elle ne le dit, mais ça, on n'a pas à le savoir, ni vous ni moi. Vous parlez des livraisons d'armes. Voilà, ni vous ni moi n'avons à le savoir, même si on le savait, on n'aurait pas à le dire. Mais surtout, je pense que oui, aujourd'hui, aller en Ukraine, il y a un certain nombre de premiers ministres qui sont allés, vous avez vu, de pays de l'Est européen, je crois que ça aurait du sens. D'autant qu'il n'irait pas seulement au nom de la France, mais au nom de l'Europe. Aujourd'hui, il est le patron, entre guillemets, de l'Europe. Je pense que ça a du sens. Et je pense que le faire maintenant, ce serait un geste fort et qui irait pour les Ukrainiens. Et moi, j'en connais plein d'Ukrainiens pour y avoir bossé quand j'étais le patron de Reporters sans frontières. Je pense qu'ils attendent ça. Vous savez, face à l'immensité et la puissance russe, c'est dans la tête que vous gagnez un conflit quand vous êtes en face de gens plus forts que vous. Et ils ont besoin de sentir leurs amis. Alors, la solidarité, à Béziers, vous avez accueilli des Ukrainiens? Bien sûr, on a accueilli des Ukrainiens. On a
Comment ? Là, on est à 5 familles, il y en a un certain nombre de familles qui vont arriver. On s'est mis d'accord, on est jumelés depuis lundi, on a un conseil municipal qui l'a décidé avec une ville ukrainienne de l'ouest du pays. Le maire avec qui j'ai échangé m'a demandé d'accueillir tout de suite un certain nombre de réfugiés. Dans cette ville, il y a 1500 réfugiés. Il m'a dit, il faut absolument que vous les accueilliez. Bien sûr qu'on va les accueillir. Bien sûr qu'on va continuer à amener tout un tas de produits de première nécessité qui nous sont demandés aussi, des produits plus compliqués qui sont, vous savez, aujourd'hui, ils ont besoin aussi de produits face à la guerre. Les blessés de guerre, c'est pas les mêmes blessés que dans un hôpital en France. Bien sûr qu'il faut être là, mais c'est le minimum qu'on a à faire. Et on le fait, je vous garantis. Oui, jusqu'à 100 000 réfugiés possibles, a dit Gérald Darmanin. Il faudra le faire. Il n'y a aucune question, il n'y a pas de quota là. Non, mais enfin, attendez, vous voyez dire, ah oui, maintenant, allez, stop, on arrête. La guerre continue, mais on arrête, on ne vous prend plus. Bien sûr que non. Il faudra se partager ça. Moi, j'en prendrai toute ma part. Alors, votre mea culpa sur les migrants, justement, a frappé les esprits. C'était sur LCI, dans 24 heures plus Jadas. Vous avez dit votre honte d'avoir stigmatisé les Syriens, les Irakiens à l'époque et regretté 2 poids, 2 mesures, pas glorieux. Alors, pas glorieux, avez-vous dit. C'est votre mot. Et même, vous avez dit j'avais honte. Bon, c'est assez rare, les mea culpa en politique, ça a été très commenté. Vous êtes poursuivi, je crois, sur les réseaux sociaux comme le traître de service. Mais on dit aussi que vous êtes la bonne conscience du RN. Vous acceptez ça ? J'ai lu ce papier. La bonne conscience du RN, ça veut dire quoi ? D'abord, je ne suis pas au Rassemblement national, je ne mégote pas mes critiques sur Marine Le Pen. Vous m'avez posé des questions et je continuerai à dire sur quel point je ne suis pas d'accord avec elle. Je ne me situe pas sur ce terrain-là. Je dis juste sur un terrain plus personnel. Il y a des choses, je suppose que ça vous est arrivé dans la vie, de faire des choses dont après vous vous dites c'était pas très bien, je suis pas très fier. Je suis pas fier d'avoir fait un certain nombre de choses. Oui, la différence c'est que je le dis. Est-ce que j'ai raison de le dire politiquement? Sûrement pas, parce que dans cette période, vous savez, les périodes de campagne électorale, plus tu es caricatural, mieux tu te comportes par rapport aux gens que tu es censé soutenir. J'ai décidé de ne pas me comporter comme ça, je l'ai jamais fait. Donc oui, j'ai fait des choses que je regrette. Je dis que je regrette et j'essaye d'en tirer des leçons. C'est vrai que ce qui vient de se passer en Ukraine, les gens qui sont arrivés à Béziers, comme vous, si vous les aviez vus en face de vous, tu es bouleversé par ce qui se passe. C'est des familles qui te ressemblent. Tu te dis, mais enfin, moi, j'aurais pas envie qu'on m'accueille pas généreusement, chaleureusement. Alors, j'essaye de le faire. Oui, mais c'est intéressant parce que sur cette question quand même de l'accueil des migrants et au-delà de la politique migratoire, vous parlez d'émotions qu'on peut ressentir. Il y a beaucoup d'élus politiques qui jouent précisément sur l'émotion. Est-ce que la France est une terre de submersion migratoire ? C'est deux questions différentes. Sur les réfugiés de guerre, c'est une chose, et le mea culpa, puisque c'est le mot que vous avez choisi et qui est le bon mot que j'ai fait par rapport à ce que j'avais dit au moment de l'accueil des réfugiés syriens, ça c'est aussi des réfugiés de guerre. Enfin, ils fuyaient les bombes. Pour un certain nombre, les mêmes bombes, les bombes russes aussi, si j'ose dire. Oui. Ensuite, est-ce qu'il y a une question migratoire en France ? Oui, mais vous savez, on peut dire... Non, pas une question, une submersion. Non, oui. Il y a un vrai problème. Aujourd'hui, je vais vous dire, moi je suis maire de Béziers. Aujourd'hui, il y a plein d'immigrés qui arrivent dans la ville. Aujourd'hui, est-ce que, sérieusement, sans polémique, essayons juste de parler calmement, tranquillement, est-ce que la France, qui accueille à peu près plus de 400 000 immigrés légaux en France chaque année, est-ce qu'on est capable de les accueillir convenablement ? Est-ce qu'on est capable de les accueillir suffisamment convenablement pour faire qu'ils se sentent français au bout de quelques années ? La réponse est non. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on va passer de ça à l'immigration zéro, comme le dit Éric Zemmour. Ça n'a juste aucun sens. Donc, on verra. On essaie de trouver un moyen terme, un système de bon sens qui nous permette d'accueillir les gens dont on a besoin. Je ne parle pas des réfugiés politiques, ceux-là, il faut les accueillir dans tous les cas, dont on a besoin dans de bonnes conditions. Sûrement, il en faut moins. Mais allons plus loin. Est-ce que vous avez, à une époque, toujours fait l'éloge du grand remplacement ? Vous avez dit que c'était pragmatique et que c'était une bonne formulation, très claire. Est-ce que vous êtes toujours... Pardon, vous avez dit exactement que c'était pragmatique et parlant, ce concept de grand remplacement. On ne peut pas dire que vous l'aviez dénoncé à l'époque. Non, j'ai dit deux choses. Pardon de faire une petite rectificative. J'ai toujours ajouté que s'il était question
d'une vision à travers ce concept, une espèce de truc volontaire, vous savez, complotiste, une volonté d'en finir avec ce qu'était la France ou l'Europe, je trouve que c'est une absurdité. Mais aujourd'hui, oui, attendez, c'est évident que pas partout en France, dans un certain nombre de quartiers, dans un certain nombre de villes, il y a un changement de population. Enfin, attendez, nier ça, c'est nier l'évidence. C'est ce qui fait d'ailleurs le succès d'Éric Zemmour initialement. Parce que quand il dit ça, tout le monde le constate. Tout le monde, ça ne veut pas dire... Attendez, Madame Bernard... Non, j'ai rien dit, moi. J'ai rien dit. Non, je vois votre regard. Ça ne veut pas dire qu'il y a une volonté de changer la population. Je constate que dans un certain nombre de villes, dans un certain nombre de quartiers, il y a un changement de population. Vous dites que c'est pas prémédité. C'est important parce qu'il y a quelques jours, Marine Le Pen, que vous soutenez, a dit dans un meeting à Aigues-Mortes, l'immigration est un projet que l'Union européenne concocte dans votre dos. Donc ça a des réminiscences très claires. Vous avez bien compris que c'est pas ce que je dis. Donc vous dites cette phrase de Marine Le Pen, vous n'êtes pas d'accord avec elle? Non, avec celle-là non plus, non plus. Non, mais c'est intéressant de savoir jusqu'où va votre point de vue, vos convictions sur l'immigration. Pas ça. C'est exactement pas ça. Je ne pense pas qu'il y ait de complot, de volonté d'un changement de population. Je constate, je ne vais pas vous le redire une troisième fois, que à un certain nombre d'endroits, oui. Écoutez, moi, je suis dans un quartier qui s'appelle la Devèze, enfin, peu importe, à Béziers, qui est un quartier populaire de la politique de la ville. Vous voyez, les quartiers pauvres, c'est là où j'ai passé mon adolescence. La population, alors, vous me direz, j'ai 70 ans, la population, il y a 50 ans, et la population aujourd'hui, elle n'a rien à voir. Et quand je retourne, et j'y retourne tout régulièrement dans ce quartier, qui est mon quartier, quand je rencontre la population... Il n'y a plus de mixité dans ces quartiers. Mais bien sûr que non. Ça, c'est un constat. Et les gens de ce quartier, qui sont très majoritairement des Maghrébins, c'est les premiers qui vous demandent, ils veulent de la mixité. Ils veulent, comme ils disent dans une formule étonnante, ils disent « Nous, on veut un peu plus de français dans les écoles ». Ils sont français, je vous rappelle tout de suite, mais vous avez compris, tout le monde comprend ce qu'ils veulent. Le problème, c'est ça, c'est cet échec-là. Et madame, c'est un échec flagrant. Et sur ce point-là, on ne peut pas dire, et Dieu sait que je ne suis pas critique surtout de M. Macron, que c'est un succès. C'est le gros échec de M. Macron sur les 5 dernières années. Alors aujourd'hui, il dit on a effectivement, faut faire des efforts sur l'intégration. C'est ce qu'il dit. Oui, enfin, et par ailleurs... Il y a 5 ans qu'il est chef de l'État. Donc il n'a rien fait. Sur ce sujet-là, c'est un échec. Je ne dis pas qu'il n'a rien fait. Je dis qu'il n'a pas fait assez, que c'est le trou noir, ça, et la sécurité de son quinquennat. Est-ce que vous supprimez l'AME? Non, pas toute l'AME. Alors, c'est encore une différence avec Marine Le Pen. Mais oui, mais attends... Vous êtes terrible. Aide médicale d'État. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que soutenir quelqu'un, ça voudrait dire acquiescer à tous ses propos. Alors, qu'est-ce que vous avez de commun aujourd'hui avec Marine Le Pen? Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle dit sur l'immigration est un projet qui concocte dans votre dos en parlant d'une Union européenne. Vous êtes contre le fait qu'elle supprime l'AME, l'aide médicale d'État. Est-ce que vous êtes pour le fait qu'elle privatise l'audiovisuel public? Attendez, est-ce que je vais essayer de répondre à toutes les questions? À toutes les questions. La première, oui, elle a raison quand elle dit que, malgré ce que je viens de dire, elle a raison de dire que l'immigration et le traitement de cette importance, de ce trop grand nombre d'immigrés, elle a raison de dire que c'est une question centrale. Le deuxième point, alors vous allez me rappeler parce que trois questions. L'AME. Non, pardon. L'immigration est un projet qu'il contacte dans votre dos. Vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord. Suppression de l'AME. Sur l'AME, c'est quoi? C'est de l'argent qui est donné, attendez, pas aux immigrés, il faut juste préciser pour les gens, c'est pas pour les immigrés légaux, c'est pour les clandestins. Les clandestins, c'est pour les étrangers en situation irrégulière. Ça coûte un peu plus d'1 milliard par an à l'État. D'accord. Attendez, c'est un tout petit peu différent que les gens qui sont en situation régulière. Et malgré ça, je pense qu'elle a tort de dire ça, parce que l'AME soit... Moi, je suis pour que l'AME soit spécifique dans un cas important. Je vous donne des exemples. Quand une femme est enceinte, vous n'allez pas lui dire qu'elle va accoucher. Ah, madame, vous êtes en situation régulière, on ne va pas vous recevoir à l'hôpital. Si quelqu'un est porteur de maladies, parfois qui n'existent plus en France, bien sûr qu'il faut les soigner. Aujourd'hui, l'AME, vous aviez dit les sommes que ça représente, ça soigne des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Je vous donne un exemple qui va vous paraître absolument invraisemblable. Les gens qui ont des oreilles un peu décollées, ils peuvent se faire, écoutez-moi bien, ils peuvent se faire vous soigner. Dites que l'AME, ça sert à la chirurgie de confort. Celle-là, attendez, honnêtement,
Vous êtes d'accord avec moi sur les femmes enceintes qui accouchent. Je crois que personne ne peut être en désaccord avec vous. Voilà, c'est ça que je dis. Juste sur ce que je veux, en un mot, ce que j'essaye, c'est d'être pragmatique, c'est-à-dire de ne pas coller à la réalité une espèce, comment vous dire, de grille idéologique. J'essaye juste d'être pragmatique et de bon sens. On comprend votre sens de la nuance. Oui, quand elle est importante. Ne pas supprimer l'AME quand il s'agit de soins d'urgence ou qu'il y a des risques épidémiologiques, par exemple. Ça me semble évident. Alors, privatisation de l'audiovisuel public. Moi, je suis pour. Je pense, je vous le dis à une journaliste, alors qui est dans le privé ici, pardon, oui, il y a trop de chaînes de télévision publique. Moi, je suis pour un secteur public plus réduit, comme dans bien de démocraties, où il y a pas autant de chaînes. Alors vous privatisez quoi? Je sais pas, attendez, une chaîne culturelle, oui, bien sûr. Une chaîne internationale, oui, bien sûr, c'est ce qu'on appelait avant, vous savez, la Voix de la France. Et peut-être une autre chaîne. Attendez, vous avez combien de chaînes aujourd'hui? La 2, la 3, la 4, Arte, la 5. vous la sauvez. France 24, vous la sauvez. Après, France 2, France 3, peut-être France 4, France 5. Peut-être une seule suffit. Peut-être une seule suffit. Oui, il me semble que c'est suffisant. Et en radio? Pareil. RFI, c'est très important parce que c'est la voix de la France à l'étranger. Peut-être qu'on peut faire des économies de ce côté-là. Est-ce que vous seriez ministre de Marine Le Pen si elle vous le demandait? Non, je ne crois pas. Non? Je ne crois pas, non. Parce qu'il y a une question qui se pose sur l'entourage de Marine Le Pen. On se dit, voilà, si elle est élue, qui est ministre de l'économie, qui est ministre de l'Intérieur, qui est ministre... Oui, ça c'est une vraie question, voilà. Vous avez raison. Oui. Non, moi, écoutez, vous savez ma liberté. Vous vous étonnez qu'à la fois je soutienne Marine Le Pen et je la critique. Vous savez pourquoi je peux le faire? Parce que j'essaye de faire le clair. Vous avez raison de le souligner alors. Voilà, de le souligner. Bien sûr, parce que je suis maire de Béziers, que je suis très bien comme maire de Béziers. Je suis président d'une agglomération, je m'occupe de ma ville, je m'occupe des communes aux alentours, et ça fait largement mon bonheur. Oui, enfin, si elle vous dit j'ai besoin de toi pour prendre tel poste je ne crois pas que ça se posera comme ça, et je pense qu'elle sait mon attachement à Béziers. Elle a déjà répondu à cette question pour savoir qu'elle ne me le demandera pas. Elle peut être élue? Oh, ça va être très compliqué. Attendez, là aussi, si j'étais militante de base, je vous dirais oui, elle a toutes les chances d'être élue. Enfin, personne ne vous croit comme ça. Aujourd'hui, ça va être compliqué Pourquoi? Ah, parce que, d'abord, moi, je regarde les sondages quand ils me sont favorables et quand ils me sont défavorables. Vous savez, en général, quand ils vous sont défavorables, vous les critiquez. Les hommes politiques, ils font tout ça. Aujourd'hui, M. Macron, il est largement au-dessus de tous les autres. Et la situation... Pour lui, moi je ne le critique pas sur tout un tas de choses, je fais attention parce qu'il est en négociation avec la Russie. Je fais attention à ce que je dis parce que je ne veux pas dire que cette situation le sert, il n'y est pour rien dans cette situation. Donc simplement, il est le chef de l'État et aujourd'hui ça lui donne une force que d'autres n'ont pas. Le plus probable, c'est qu'il soit réélu. Oui, attendez, en même temps, il y a une campagne. En même temps, vous n'êtes pas à l'abri de dire des bêtises. De toute façon, on va entendre ce qu'il va dire tout à l'heure, pardon. En conférence de presse. En conférence de presse. À partir de 15h Est-ce qu'il va répondre à un certain nombre d'inquiétudes des Français? S'il n'est pas capable de le faire, oui, il se joue, il peut perdre. Et puis Marine Le Pen, pardon, encore une fois, je vous le dis, et sans lui tresser des lauriers, je trouve qu'elle fait une meilleure campagne qu'il y a 5 ans. Elle est moins sectaire, elle est moins... si c'est pas moi... Si tu n'es pas avec moi complètement, c'est que tu es contre moi. Elle prend des libertés avec des totems. Vous la soutenez complètement? Moi, je la soutiens aujourd'hui. Mais je la critique. Mais écoutez, tant mieux pour elle. Il vaut mieux quelqu'un... Je ne suis pas militant, donc je n'applaudis pas tout ce qu'elle fait. Moi, malgré les critiques que j'ai sur elle, et il y a un certain dossier, malgré ça, oui, je voterai pour elle. Vous avez eu des mots très vifs hier contre Marion Maréchal. Qui vous avez lancé après votre mea culpa sur les réfugiés, qu'il aille le dire aux morts du Bataclan. Vous avez dit c'est dégueulasse. La rupture est consommée. Non mais enfin attendez, La rupture est consommée. Bien sûr, enfin vous vous imaginez. Enfin en plus, quelqu'un qui se présente comme une catho, qui devrait faire preuve d'un peu de bienveillance, de charité. Attendez, elle a des mots, pas à mon égard, moi je suis capable de me défendre, à l'égard de tout le monde, des réfugiés, d'une dureté incroyable. Et elle ne manque pas de toupet quand même, parce que je vous rappelle qu'elle est alliée maintenant avec Éric Zemmour. Vous vous rappelez Éric Zemmour allant au Bataclan au moment de la commémoration de la date de ces massacres et qui n'avait pas eu un mot sur les victimes et il n'avait fait que profiter de ce moment pour taper sur Hollande. Et c'est ces mêmes personnes qui viennent me faire une leçon de morale. Une leçon de morale de sa part à elle. Non, honnêtement, elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle devrait quitter 5 minutes
les bancs de son école pour venir. Moi, je l'invite à Béziers, dans un certain nombre de quartiers. Et elle vient. Mais c'est des idéologues. Elle se prend pour une géopoliticienne. Oui. Elle pense qu'elle est la Gramsci de la droite. Vous savez qu'elle fait l'aggiornamento. Moi, peut-être, je suis beaucoup moins intelligent qu'elle, j'en conviens. Beaucoup moins instruit qu'elle, j'en conviens. Beaucoup moins diplômé qu'elle, j'en conviens. Mais pardon, moi, je me coltine tous les jours les problèmes des gens et j'en connais un peu plus qu'elle sur ce rayon-là. Alors qu'elle soit un brin plus modeste. Et Éric Zemmour, pareil, sa campagne marque le pas. Mais pour les mêmes raisons, madame. Vous ne pouvez pas intervenir chaque fois dans la dureté. Les gens, ils ne sont pas tous De Gaulle ou Jeanne d'Arc. Pardon, ils sont les Français, ils ont des faiblesses et des forces. On fait avec ça, on est attentif aux gens. Soucieux des gens les plus faibles, les plus démunis, des petits gens. Moi, je suis dans une ville où ils sont nombreux et j'y fais attention. Eux, ils s'en battent. Alors, ils sont contre-foot. Éloge de la nuance, on l'a entendu, éloge de la modestie aussi. Emmanuel Macron, vous le trouvez modeste ? C'est pas sa première qualité, ça saute aux yeux. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il apprend un certain nombre de choses. Attendez, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Sur le nucléaire, quand même, vous vous rappelez quand même, Fessenheim, c'était fermer Fessenheim, c'était pour faire plaisir aux écolos, quand même, c'était pour ça. Puis l'air du temps est à cette écologie-là, malheureusement. Et donc, lui, il a quand même là-dessus changé. Je suis pied noir. Je l'ai trouvé insupportable. Vous vous rappelez, il était pendant la campagne, la colonisation, c'était un crime contre l'humanité, une imbécilité totale. Maintenant, il dit des choses différentes. Alors, vous pouvez... Oui, mais on dit, du coup, il n'a pas de conviction. Attendez, deux. Il y a deux remarques. Un, il pourrait le faire un peu plus tôt, et là, il est toujours soupçonné de le faire à la veille d'une élection. Deux, moi, je ne fais jamais ce procès-là. Il commémore dimanche ou samedi les accords d'Évian. Oui, mais moi, je ne le ferai pas. Je lui ai écrit. Il ne célèbre pas, il commémore. Je le lui ai écrit. Je lui ai dit, je mettrai les drapeaux en berne dans ma ville parce que raconter que le jour des accords d'Évian, ça a été un cessez-le-feu, les harkis et les pieds noirs savent à quel point les massacres ont été le plus important après cette date-là. Mais une fois de plus, je fais grâce aux gens. Je crois que les gens, ils peuvent changer dans le bon sens. Marine Le Pen, entre 2017 et aujourd'hui, elle a changé, j'applaudis. Monsieur Macron, il a changé entre ce qu'il disait... Et vous applaudissez aussi. Mais attendez, pourquoi j'applaudirais pas ? Dernière question, parce que encore une fois, c'est important de savoir où vous vous situez. Un second tour Mélenchon-Macron, vous votez quoi ? Macron, évidemment, mais vous plaisantez. Vous croyez qu'un instant, je mets M. Macron et M. Mélenchon sur le même plan, mais absolument pas. Parce qu'on vous a demandé Zemmour, Macron, vous dites je m'abstiens. Ah oui, non, mais là, Éric, là, on a dépassé la dureté. Vous ne votez pas Macron s'il est face à Zemmour. Mais je voterai Marine Le Pen. Je voterai Marine Le Pen parce que je pense qu'elle sera au second tour. Merci beaucoup, Robert Ménard. Merci à vous. Dans un instant, Marie-Hélène Amélie, bien sûr, pour la suite du dossier en Ukraine, la guerre en Ukraine. Tout de suite. Demain matin, nous recevrons Marion Maréchal.